Pour vous faire un peu un rappel, nous sommes donc au second semestre. Bon, le titre de séminaire, vous vous en souvenez, hein, c'est la grande transition de la concurrence à la coopération, qui vise à essayer de donner un cadre théorique au développement économique souhaitable. C'est pas tout le développement économique, mais souhaitable dans la période actuelle, que ce soit dans les pays dits développés comme les pays émergents comme le Brésil. Alors nous sommes maintenant dans au second semestre. J'ai divisé ce second semestre en séquences. Les séquences, ce n'est pas forcément une seule séance, mais c'est un ensemble de questions qui méritent d'être traitées ensemble. Alors, dans cette troisième partie, qui est une analyse critique des processus d'accumulation à l'ère de la globalisation, puis l'éclatement des théories, notamment de la théorie de la régulation. C'est-à-dire quand on parle d'éclatement de la théorie de la régulation, j'entends par là le fait que la théorie de la régulation était la théorie la plus importante en France, mais je pense, moi, dans le monde, critique sur le développement du capitalisme au XXe siècle et au XXe siècle. Simplement, cette théorie a du mal à prendre en charge les questions qui émergent depuis les années 80, notamment depuis les années 2000, c'est-à-dire depuis le XXIe siècle. Alors, pour pouvoir traiter cette troisième partie, je vais les diviser en 4 séances, les séquences 16, 17, 18 et 19. La dernière fois, alors, dans les séquences 16, ce sont les principes. Je vais essayer de revenir sur les principales dimensions du régime de développement globalisé et financiarisé, c'est-à-dire le mode de développement qui domine aujourd'hui dans le monde. Dans une séquence 17, je voudrais revenir sur les soubassements idéologiques et théoriques de cette globalisation, c'est-à-dire quelles sont les batailles idéologiques qui ont gagné dans les 20 dernières années ou 30 dernières années et quels en sont leurs ressorts théoriques. Dans une séquence 18, je reviendrai sur l'effacement des approches marxistes et keynésiennes, ainsi que les limites de la théorie de la régulation. Les effacements, ça veut dire que finalement, les approches marxistes, voire même keynésiennes, ne sont même pas enseignées à l'université, donc elles disparaissent progressivement de la circulation, et cet effacement est bien entendu très problématique. Et puis la dernière séquence, je reviendrai sur la question de l'économie, de la profession des économistes, qui sont pris, cette profession est prise dans la tourmente de la financiarisation, et finalement, ces économistes n'ont pas de dispositif de confrontation réelle, c'est-à-dire que le rapport à la financiarisation de la profession des économistes va les conduire progressivement à se mettre à distance du réel, ce qui pose bien entendu une série de questions. Et puis ensuite, on passera à la quatrième partie, qui est une partie qui va être plus constructive, fondée sur l'expérience, le début d'expérience de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération en tant que doctrine d'action. Alors, dans cette séquence 16, donc c'est les principales dimensions du régime de développement globalisé et financiarisé. Dans cette première séquence, dans cette séquence, nous sommes maintenant, comment dirais-je, dans la deuxième leçon. C'est-à-dire la première, celle de la semaine dernière, elle portait sur la mise en évidence d'un certain nombre de concepts clés qui sont mobilisés pour analyser le développement économique ces 40 dernières années. Là, nous allons voir comment, avec nos amis de Chico, comment nous pouvons les traduire en portugais de telle manière que vous puissiez avoir le contenu de la dernière séance, parce que ce contenu reste un contenu important qui cadre sur un plan théorique la façon d'aborder les enjeux de développement. Cette fois-ci, je vais essayer de vous indiquer, de vous préciser en quoi le régime de développement globalisé et financiarisé est une réponse aux crises des années 70. Nous avions déjà étudié au premier semestre, à la fin du premier semestre,
le fait que le régime de développement fordiste, c'est-à-dire un régime d'accumulation intensive qui s'était mis en place après, tout à la fin du 19e siècle, qui s'est développé notamment avec le fordisme tout au long du 20e siècle, jusque dans les années 70, en fait, ce régime de développement, il s'est confronté à des limites qui se sont traduites par des crises structurelles, c'est-à-dire la crise structurelle des années 70. Ce qui a permis de révéler cette crise structurelle, c'est d'abord la crise pétrolière en 1973 et en 1979. Mais cette crise pétrolière, c'était simplement la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire la partie visible de l'iceberg. En réalité, il y avait à l'intérieur même du régime de développement fordiste déjà des limites extrêmement fortes qui s'étaient exprimées précédemment. Alors, pour pouvoir revenir, pour essayer de comprendre, pour pouvoir présenter en quoi le régime de développement globalisé et financiarisé est une réponse aux crises des années 70, eh bien, je vais revenir aux crises des années 70, c'est-à-dire à un certain nombre de limites du régime de développement fordiste. Alors, c'est donc un rappel. Ce rappel et ce dessin, le schéma que je vous présente là, décrit ce régime d'accumulation intensive et le régime fordien, un régime de développement fordien. Alors, au cœur de l'affaire, c'est au cœur ici, vous voyez, là, je l'entoure de ma petite flèche, là, c'est l'endogénisation des phénomènes d'innovation qui conduisent à l'existence de gains de productivité. L'innovation portant notamment sur de nouveaux équipements plus rapides, plus sophistiqués, au rendement plus important, qui permettent d'obtenir des gains de productivité. Ces gains de productivité, ils se répartissent, c'est la tension la plus importante, se répartissent par une croissance du profit des entreprises et d'autre part une croissance du pouvoir d'achat des ménages. L'ensemble se déroule principalement dans chaque pays. Une des spécificités du régime d'accumulation, ou plus exactement du régime de développement fordiste, c'est que c'est la demande intérieure à chaque pays qui est le moteur de la croissance économique. Alors, donc, il faut se représenter cette dynamique en cercle vertueux ici, comme une dynamique propre à chaque pays développé. Les États-Unis, bien entendu, le Japon aussi, mais également en Europe, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, etc. Alors, la croissance des profits, elle, conduit à la croissance de l'investissement. Les profits rentrent dans l'investissement, ce qui permet d'acheter des nouveaux équipements. Alors, ces nouveaux équipements, cet investissement, ils conduisent à l'augmentation des capacités de production. Cap de P, ça veut dire capacité de production. Ça provoque une croissance des capacités de production, mais à l'occasion, en même temps, de ces investissements, les capacités de production augmentent, mais il y a une incidence sur l'innovation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il peut y avoir des investissements de pure capacité de production, c'est-à-dire qu'on achète plusieurs fois la même machine, on achète dans l'agriculture plusieurs fois le même tracteur, mais on comprend bien aussi que génération après génération, période après période, au lieu d'avoir le même tracteur, la même machine, on va avoir un tracteur plus puissant, plus flexible, plus rapide, ou des machines dans le monde industriel plus puissantes et rapides. Et donc, vous voyez ici cet investissement, il endogénise l'innovation. Donc, vous voyez ce processus qui est comme un cercle vertueux, là je le fais, ici le cercle vertueux comme ça. L'innovation crée des gains de productivité par l'intégration de cette innovation dans les biens de production. Cette gain de productivité se répartit entre la hausse du pouvoir d'achat et la hausse du profit. La croissance des profits provoque la croissance des investissements, et ici, vous avez donc une boucle vertueuse. Les investissements provoquant, donc c'est une première boucle vertueuse. Alors, le deuxième phénomène, c'est que
Alors, autre phénomène, pardon, le fait que la dépense d'investissement augmentant, les capacités de production augmentent, et donc ça veut dire que la production peut augmenter. Mais pour que la production soit vendue, encore faut-il, il faut que la demande solvable augmente. C'est-à-dire que si vous avez une croissance des capacités de production, sans qu'en parallèle, les ménages du pays qui vous intéresse n'augmentent pas, le pouvoir d'achat de ces ménages n'augmente pas, les gens ne sont pas en capacité d'acheter les biens. Donc, il y a une deuxième tension ici, qui, pour que le développement se passe, il faut qu'il y ait des croissances de capacité de production et une croissance du pouvoir d'achat, c'est-à-dire de la demande solvable de biens de consommation. Alors, comment est obtenue cette croissance de la demande solvable? Eh bien, elle est obtenue par la croissance du pouvoir d'achat, lui-même, le pouvoir d'achat étant le résultat, d'un côté, de la croissance des salaires, directs et indirects, et de l'autre, de la baisse des prix relatifs des biens de consommation. Alors, vous voyez ici qu'il y a dans cette logique une double tension, une tension entre les profits des entreprises et la question de la hausse du pouvoir d'achat des ménages. Et cette tension, on la retrouve ici, d'un point de vue, cette fois-ci pas monétaire, mais réel, une tension entre les capacités de production et le niveau de la demande. Si les rapports salariales, c'est-à-dire si les rapports entre les patrons des entreprises et les salariés se fait trop en faveur des profits, à ce moment-là, vous avez un risque que d'un côté, les investissements augmentent, les capacités de production augmentent, mais comme le pouvoir d'achat stagne, la demande intérieure de biens de consommation stagne, et à ce moment-là, vous avez une tension qui crée ce qu'on appelle de suraccumulation, tension entre les biens qui sont accumulés et la possibilité de vendre la production compte tenu du fait que la demande solvable stagne. Donc ça, c'est une première contradiction. Si les profits sont trop importants, on arrive dans une crise de surproduction. À l'inverse, si les salariés, par des grèves ou par d'autres mouvements, exercent une pression très forte dans le pays, de telle manière que le pouvoir d'achat augmente à un rythme différent des profits, on se retrouve dans une situation où, cette fois-ci, c'est l'investissement qui stagne, c'est-à-dire que les capacités de production stagnent, dans une situation où le pouvoir d'achat augmente. Et alors là, vous avez une tension entre une demande qui augmente et des capacités de production qui stagnent. Alors cette tension, elle a deux logiques de régulation. Une première qui est que les personnes ne trouvant pas sur le plan national les productions associées à leur croissance de la demande, eh bien vont s'adresser à l'étranger. C'est-à-dire qu'ils vont augmenter les exportations. Donc, il y a un risque de croissance des exportations plus importante que la croissance des importations. La deuxième résolution de cette tension, c'est l'inflation. Si les capacités de production n'augmentent pas et que les revenus augmentent, en fait, la tension sur les marchés va faire que les biens de production, les biens de consommation industrielle vont voir le prix augmenter compte tenu de la concurrence qui se passe sur les marchés entre les consommateurs potentiels. Alors, lorsque l'on arrive à réguler d'un côté la hausse du pouvoir d'achat avec les profits, de l'autre côté, qu'on arrive à réguler la tension qui existe entre la hausse des capacités de production et la demande solvable, eh bien, à ce moment-là, on a une croissance de la production qui est vertueuse. Cette croissance de la production, elle crée des emplois. NI, ça veut dire emploi. N, emploi, I, induit par la croissance. Alors, des emplois induits par la croissance augmentent. Parallèlement, la croissance de la production provoque dans l'organisation du travail des économies d'échelle, des processus de spécialisation et l'occasion d'intensifier le travail. Ces économies d'échelle, cette spécialisation, cette intensification,
eh bien, créent des gains de productivité. Et donc, les gains de productivité ont deux origines, vous voyez, l'origine de l'innovation, mais aussi l'origine de la croissance des capacités de production, c'est-à-dire ici une origine qui est liée à l'intensification du travail. Donc, les gains de productivité, avec cette double origine, augmentent la capacité de profit et de la capacité de croissance des pouvoirs d'achat. Donc ici, il y a un cercle. Lorsque ces tensions 1 ces tensions 2 sont correctement régulées au niveau des États nationaux, eh bien, il y a un deuxième cercle vertueux qui se met en place, cette fois-ci, c'est-à-dire les gains de productivité, croissance du pouvoir d'achat, de la demande solvable. Comme il y a eu des investissements en parallèle, les capacités de production ont progressé en même temps, ce qui fait que la production a augmenté. Cette production, elle alimente de nouveaux gains de productivité dans les entreprises qui accélèrent les gains de productivité, c'est-à-dire les profits et le pouvoir d'achat. Et cette production permet de développer la croissance de l'emploi. Et nous sommes dans une situation où la croissance des emplois, c'est-à-dire, vous voyez ici cette flèche vers le haut, c'est la croissance, N, ce sont les emplois, I, ce sont les emplois induits par la croissance du produit de la production. Cette croissance d'emplois liée à la croissance de la production est supérieure à la destruction de l'emploi. La destruction, ici c'est une flèche en baisse, des emplois N liés au phénomène de substitution que provoque l'innovation. Et donc, vous avez une situation favorable où les emplois induits sont plus importants que les emplois de substitution. C'est un peu le rêve, si vous voulez. C'est pour ça qu'on appelait cette période, dans la plupart des pays développés, les 30 glorieuses. Elles sont glorieuses parce que c'est mis en place un régime d'accumulation qui progressivement va permettre, pas de manière concomitante, c'est-à-dire de manière parallèle, de manière articulée, la croissance du pouvoir d'achat des salariés et la croissance des profits des entreprises. Et donc, une situation, bien entendu, dans laquelle il y a des tensions, parce que cette croissance du pouvoir d'achat n'augmente pas de manière homogène selon les secteurs d'activité et selon la capacité d'organisation des salariés. Donc, cette hausse du pouvoir d'achat n'est pas homogène, mais malgré tout, sur un plan macroéconomique, c'est-à-dire sur le plan de l'ensemble du pays, on assiste entre les années 50, les années 60 et les années 70 un régime de développement qu'on appelle fordien, c'est-à-dire à l'image de ce qu'avait mis en place Ford dans les usines aux États-Unis, un régime d'accumulation, donc un régime de développement, assez vertueux. Voilà. Alors, c'est ce régime d'accumulation, ou ce régime de développement, qui, à la fin ça dépend des pays, mais entre le milieu des années 70 et la fin des années 70, va buter contre des limites, va buter sur un certain nombre d'impasses. Alors, voilà. Alors, quelles sont ces impasses? Les premières impasses, c'est le fait que dans le pays, mettons en France, ou aux États-Unis, en Allemagne, on peut le remarquer dans tous les pays, la demande de biens devient saturée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une demande saturée de biens manufacturés? Saturée, ça veut dire que la plupart, 80%, quelquefois 90% des ménages détiennent le bien produit. Par exemple, 90% des ménages qui ont le permis de conduire détiennent une voiture au moins. Par exemple, 95% des ménages détiennent un réfrigérateur à la fin des années 70 en France. Par exemple, 95% ou 96% détiennent une télévision. En d'autres termes, quand vous prenez tous les secteurs industriels, la demande de biens est saturée. Chacun possède des biens. Voilà. Et donc, ici, arrive une situation où la croissance des capacités de production, vous voyez, les profits qui viennent vers l'investissement, vers la croissance des capacités de production, ça se confronte à une stagnation de la demande. Et donc, ça pose un problème puisque ça crée des surcapacités de production.
il y a trop de capacité de production par rapport à la croissance de la demande. Alors ça, c'est un phénomène très important qui apparaît dans les années 70, et ce phénomène conduit à un autre, à savoir que les investissements qui continuent créent toujours de l'innovation. Cette innovation provoque une baisse des emplois de substitution, mais cette fois-ci, les emplois induits par la demande étant stagnants, ce signe-là, c'est pour dire qu'ils stagnent, mais la baisse des emplois est plus importante que les emplois stagnants. Et on assiste au démarrage du chômage, un chômage de masse. Vous voyez, par exemple, dans un pays comme la France, le chômage en 1973, il était à peu près de 300 000 chômeurs. Pour un pays comme la France, de l'époque, c'est très peu de chômeurs. 300 000, c'est très peu. On appelle ça un chômage de transition. C'est-à-dire que les gens restent peu longtemps au chômage, entre 3 et 4 mois, et assez rapidement, en fait, ils trouvent un nouvel emploi. C'est donc un chômage qui n'est pas un chômage structurel, c'est un chômage qui est une période de transition pour les personnes. Alors, à partir de 1973, ces dysfonctionnements que je viens de vous indiquer commencent à apparaître, et on va passer jusqu'en 1981 à 1 million de chômeurs. Alors, vous voyez, et très vite, après 81, on va passer à 2-3 millions de chômeurs. Alors, vous voyez qu'à ce moment-là, le chômage n'est plus un chômage de transition, mais un chômage structurel. Il y a des gens qui ne retrouvent pas d'emploi, qui restent au chômage, ou qui passent d'une période d'emploi très courte à une période de chômage très longue. Voilà. Alors, cette situation, elle tient au fait que la production, elle a tendance à stagner. Les emplois induits par cette production ont tendance à stagner. Et par contre, les emplois de substitution baissent. Donc, la baisse des emplois de substitution est plus importante que la stagnation des emplois créés. Et ça provoque un mouvement très grave de chômage de masse et endémique dans tous les pays développés. Alors, la réponse à cette question de cet emploi, cette stagnation, va être de faire en sorte que les emplois soient flexibles. Donc, à partir des années 70, on voit se développer des emplois flexibles. Qu'est-ce que ça veut dire des emplois flexibles? Ça veut dire le développement de l'intérim, le développement des emplois à durée déterminée, 3 mois, 4 mois, 5 mois, ou les emplois intermittents. Et donc, on va voir dans tous les pays développés une flexibilité de l'emploi. Alors, cette flexibilité de l'emploi, en fait, n'est pas une réponse à la crise. Elle pose problème parce que cette flexibilité de l'emploi, elle renforce la stagnation du pouvoir d'achat. Et à ce moment-là, la demande de renouvellement, qui est une demande volatile, il y a une insécurité de plus en plus forte liée à la demande volatile entre l'offre et la demande, c'est-à-dire entre les capacités de production des entreprises et les demandes des ménages. Et donc, ici, la flexibilité de l'emploi, elle entraîne un cercle vicieux de déstabilisation du régime de développement fordien, qui est de plus en plus manifeste dans tous les secteurs d'activité, dans tous les pays. Alors, pour pouvoir essayer de sortir de cette affaire-là, les économies développées vont essayer de susciter la croissance de la demande par une demande de remplacement. C'est-à-dire que les entreprises vont s'adresser aux ménages en France, dans tous les pays, de telle manière qu'ils cherchent à remplacer leur voiture, remplacer leur télévision, remplacer le réfrigérateur, etc. Alors, pour inciter ce remplacement
ou pour inciter le multi-équipement, le fait d'avoir plusieurs voitures, plusieurs réfrigérateurs, plusieurs divisions, eh bien, pour inciter ça, on va accélérer l'innovation. C'est-à-dire que l'innovation va être au cœur, va être mis comme l'objectif principal des entreprises. Innover devient le critère majeur qui va permettre, selon ces économistes et selon ces entreprises, de favoriser la demande de remplacement. Simplement, cette demande de remplacement, elle est volatile. Volatile, ça veut dire qu'elle n'est pas fidèle aux entreprises. D'abord, la décision de remplacement peut être repoussée. Elle n'est pas fixe, elle n'est pas stable. Deuxièmement, on peut changer de décision. Au lieu de remplacer sa voiture, on fait des vacances, on fait du tourisme, on fait d'autres choses que ce qui était prévu. Ce qui fait qu'on considère que la demande est volatile, elle est incertaine. Et cette incertitude de la demande va peser sur l'organisation de la production. Pour faire face à une incertitude de la production, eh bien, les entreprises vont chercher à faire de nouveaux investissements. Cette fois-ci, ce n'est pas simplement la flexibilité de l'emploi qui va être recherchée, mais c'est aussi la flexibilité des structures productives. C'est-à-dire qu'on va faire de nouveaux investissements. Ces investissements, ils sont principalement des investissements de remplacement pour faire en sorte que la production devienne flexible. Alors, flexible, ça veut dire que flexible en nombre de produits, on peut augmenter ou baisser le volume de la production, et puis on peut également, comment dirais-je, faire sur les lignes de production des modèles différents. Par exemple, dans l'automobile, on appelle ça des productions en rafale, comme les mitraillettes qui font des rafales. Alors, on passe, par exemple, sur une chaîne de montage, on passe des 205 à 3 portes. On en fait 300. Puis ensuite, sur les mêmes installations, on fait des 205 à 5 portes, 300. Et puis sur les mêmes installations, certaines ont l'effet bleu, les autres ont l'effet rouge, etc., etc. Et donc, cet investissement flexible va rendre les installations productives flexibles. Alors, cette flexibilité, elle va permettre de s'adapter en termes productifs à la demande, de donc réguler le mieux possible ce rapport entre la production et la demande. La demande étant volatile, il y a besoin d'une organisation productive flexible. Alors, le défaut de cette flexibilité, de ces investissements qui sont des investissements avec les automatismes, l'automatisme des années 80 qui émerge en France à partir des années 84, au Brésil c'est à partir des années 90, cette flexibilité productive, elle a un gros point positif, c'est qu'elle permet de répondre à la volatilité de la demande. Mais elle a un gros point négatif, c'est qu'elle crée des investissements de remplacement. Et par ces investissements de remplacement, elle détruit, elle accélère les effets de substitution capital-travail. C'est-à-dire, elle accélère la destruction des emplois par substitution. Ce qui fait que l'aspect positif de cette flexibilisation grâce à l'automatisation des systèmes productifs a un effet négatif par l'innovation sur la question de l'emploi, et on voit augmenter les emplois qui sont déstructurés, notamment dans l'industrie. C'est des millions et des millions d'emplois qui sont détruits. Alors, pour essayer de dépasser cette situation, donc vous voyez que là, en fait, un problème a été résolu, le rapport entre les niveaux de production, les niveaux de production et aussi la variété de la production, et la demande de remplacement qui est une demande volatile. Cette tension-là a été réduite, mais en accélérant les phénomènes de chômage. Alors, pour essayer de sortir de cette situation, les investisseurs vont non plus chercher
accroître les capacités de production dans les pays industriels, mais ils vont chercher à exporter par des placements financiers les rendements de court terme, mais à l'extérieur. Alors, on va y revenir après, ces déplacements de court terme. Alors, voilà, en fait, vous allez avoir ici deux phénomènes, déplacement de financiers et puis les investissements à l'étranger. Alors, ça, c'est le démarrage de la globalisation. Un placement de financier de court terme, vous avez des rendements de court terme et investissement à l'étranger, dans la mesure où les investissements à l'étranger permettent d'avoir des rendements de court terme en nombre important, tout en structurant la demande dans ces pays de manière à ce que la demande dans ces pays émergents, alors là on s'intéresse aux pays émergents, eh bien cette demande elle devient une demande qui croît, puisque ce n'est plus la demande des pays développés dont il est question, mais cette fois-ci de la demande des pays émergents. Alors on voit ces phénomènes se développer au Brésil, beaucoup d'investissements étrangers. On voit ces phénomènes se développer en Inde. On les voit surtout en Chine, qui va devenir l'atelier du monde, puisque c'est surtout en Chine que ces investissements vont se faire, et comment dirais-je, et des pays comme le Brésil. Donc les pays émergents. Brésil, Afrique du Sud, Inde, Chine. Mais aussi les pays de l'Europe de l'Est, qui, à partir de 89 et de l'effondrement du système soviétique, c'est-à-dire 1992, eh bien, vont prendre une forme de plus grande liberté vis-à-vis de l'URSS et s'engager dans la consommation de masse de produits industriels de masse. Alors, cette délocalisation, c'est le démarrage de la globalisation. C'est-à-dire que la globalisation apparaît comme une réponse à la crise au sens de la stagnation de la demande de biens dans la demande de biens dans les pays développés. Alors, c'est relatif, parce que quand on regarde le développement des biens dans les pays développés, on voit quand même que va se développer aussi en France ou dans des pays comme ça, l'hyperconsommation. Mais la consommation de biens n'est pas ce qui tire c'est pas ce qui tire la croissance de l'époque. Ce qui l'attire, même si elle est faible, c'est surtout les investissements à l'étranger dans les pays émergents et la croissance de la consommation de biens dans les pays émergents, comme le Brésil. Et donc, à ce moment-là, la globalisation apparaît comme une réponse à la crise. Alors, vous voyez que maintenant, la réponse à la crise, elle a plusieurs enjeux. Elle a un enjeu de flexibilité de l'emploi, parce qu'il faut que l'emploi puisse s'adapter dans les entreprises à la variété des commandes, flexibilité de l'emploi. Deuxième chose, flexibilité productive grâce à l'introduction de nouveaux équipements automatiques flexibles. Et puis, troisième dimension, la question excusez-moi, je suis dans le mauvais sens, et la question des investissements à l'étranger et la globalisation. Donc, la globalisation, c'est une articulation entre des investissements flexibles à l'étranger, des investissements flexibles internes à des pays comme la France, et le développement de la flexibilité de l'emploi. Alors, il va manquer un quatrième élément, ça va être la question la question des services, c'est-à-dire que pour pouvoir, si vous voulez, favoriser ici, en fait, la demande interne, il va falloir quand même développer des services. C'est-à-dire que le renouvellement des biens n'est pas suffisant pour porter la croissance dans les pays développés. Et donc, les pays développés vont s'atteler à développer une économie fondée sur les services. On verra plus tard, cette économie sur les services, elle ne tient pas compte de la spécificité des services. Mais les entreprises s'intéressent malgré tout à la demande également de services. Et donc, la croissance de la demande de services
va venir compléter les investissements à l'étranger et d'autre part, la flexibilité. Alors, vous voyez ici que on a un effet retour positif par la croissance, et je vais revenir après, des services dans les pays développés, mais on a surtout un effet positif de la globalisation par la question de la chaîne de valeur. La globalisation, elle va permettre de mettre en place une chaîne de valeur globalisée avec des prix de transfert, de telle manière que les prix d'achat des produits semi-finis dans les pays émergents soient faibles et que ça a un impact positif sur le pouvoir d'achat des pays développés. Alors, ça, c'est un point, mais pas pour les pays émergents. Hein. C'est une croissance du pouvoir d'achat, pas pour les pays émergents, mais pour les pays développés. C'est l'idée que, si vous voulez, la globalisation et la chaîne de valeur va provoquer une baisse des prix relatifs, par exemple, du téléphone portable, par exemple, de l'alimentaire en termes de poulet ou de viande, par exemple, la réduction des prix relatifs et des coûts de l'électronique grand public, des téléviseurs ou autre chose. En d'autres termes, la globalisation, elle va être une réponse sociale à la crise des années 70 par l'hyperconsommation et rendue possible par les prix de transfert associés à la chaîne de valeur. Les prix de transfert sont faibles, donc le pouvoir d'achat des ménages va accroître dans les pays dits développés. Attention, dans les pays développés. Souvent, pour faire des provocations, je dis, quand on compare le Brésil et la France, les pauvres en France sont riches vis-à-vis des pauvres au Brésil. Parce que même quand vous allez dans les quartiers très difficiles, eh bien, les personnes dites pauvres possèdent par exemple tous une voiture, possèdent tous un téléphone portable, possèdent tous une montre, possèdent tous un certain nombre de vêtements qui renouvellent. En d'autres termes, en fait, la baisse du prix de transfert crée une hausse du pouvoir d'achat que l'on ne voit pas en termes salarial, parce que le salaire, lui, reste stagnant, mais comme les prix des produits rentrant dans la vie des personnes, les prix relatifs de ces produits baissent, eh bien, à cause de la chaîne de valeur, c'est-à-dire de la domination qu'engage la chaîne de valeur, eh bien, le pouvoir d'achat des gens en France augmente. Et se crée alors un consensus social très important autour de la globalisation et derrière de la financiarisation dans des pays comme les pays développés. Ce n'est que récemment qu'il commence à y avoir, avec les effondrements partiels, la fin du consensus social. Mais jusqu'à maintenant, ces prix de transfert vont permettre la croissance du pouvoir d'achat et donc la possibilité d'accès des ménages à des biens importés ou à des biens, ce n'est pas forcément les biens qui sont importés, mais ce sont les ingrédients, les produits semi-finis qui rentrent dans les biens finaux qui, eux, sont importés. Donc la globalisation devient une base du consensus social des pays développés ces 40 dernières années, on va dire plus exactement des 20 dernières années. Alors, si on résume, on a des gains de productivité qui sont principalement réalisés à l'étranger. Ces gains de productivité provoquent une baisse des prix. Et l'étranger, quand je parle de l'étranger ici, c'est l'étranger des pays développés. Donc, c'est des gains de productivité qui sont réalisés dans des pays comme le Brésil, comme la Chine, comme l'Inde, comme l'Afrique du Sud. Et ces gains de productivité, ils ne sont pas capitalisés au niveau du pays, ils sont captés par les pays dominants, par l'intermédiaire de la notion des prix relatifs. Et ça crée une augmentation du pouvoir d'achat des classes moyennes dans les pays émergents, dans les pays développés, et il va y avoir aussi, malgré tout, une émergence de classe moyenne dans les pays émergents.
Alors, deuxième point, l'innovation technologique, l'NTIC favorise un développement standardisé des services, notamment dans le domaine informationnel. Donc, l'autre aspect de cette demande globalisée, c'est le développement des activités de services aidées par les nouvelles technologies de l'information. On accède beaucoup plus facilement par les banques de données, par les plateformes, par, en tout cas, nos téléphones portables, aux services. Surtout des services logistiques qui sont associés à des biens. On commande des repas, on commande des livraisons de toutes sortes qui sont favorisées par l'innovation technologique. Troisième dimension, la flexibilité de l'emploi et le contournement des conventions collectives nationales déstabilisent l'emploi et accentuent les inégalités sociales. Alors, là, c'est la flexibilité de l'emploi. Tous les salariés dans les pays développés ne sont pas sur la flexibilité de l'emploi. C'est on considère en France qu'il y a un quart des salariés qui ont un emploi flexible et 3 autres quarts ont des emplois relativement stables. Donc, tous les salariés n'ont pas cet emploi flexible. Et puis, d'autre part, la chaîne de valeur qui se développe remet en cause les conventions collectives nationales, c'est-à-dire qu'elles sont contournées. Pourquoi? Parce que les gens sont externalisés. Par exemple, les gens qui travaillaient chez Renault, qui bénéficiaient de la convention collective des métallurgistes, ils sont sortis de Renault, ils sont mis chez des sous-traitants, et chez ces sous-traitants, ils ne bénéficient plus des mêmes conventions collectives. Les conventions collectives beaucoup moins favorables. Et ça crée, si vous voulez, des inégalités sociales qui sont en même temps des inégalités territoriales. C'est-à-dire que les inégalités sociales vont augmenter, mais aussi les inégalités territoriales. Alors, on le voit en France comme on le voit au Brésil. Les inégalités sociales, c'est des groupes sociaux qui vont bénéficier de la globalisation et d'autres qui vont en pâtir. Et territorialement, vous avez certains territoires qui bénéficient de l'augmentation du pouvoir d'achat, d'autres qui en pâtissent. Voilà. Et ça provoque, quatrième point, une logique de consumérisme, avec une circulation mondiale des marchandises et la métropolisation, même qui provoque, on le sait, des dégradations des régulations écologiques. Pardon. Des régulations écologiques. Alors, la question qui se pose, c'est que, parce que ici, vous voyez, j'ai indiqué qu'il y a quand même une demande et une croissance des demandes des services. Alors, comment il peut y avoir, en dehors des nouvelles technologies d'information, des demandes de services? Pour deux raisons. D'abord, du point de vue du revenu, un déplacement du revenu des salariés dans un pays comme la France des biens vers les services. Ce déplacement des biens vers les services, il est rendu possible par la réduction des prix relatifs des produits manufacturés. Hein, première possibilité, première dimension. Et puis, vous avez, dans les contraintes d'accessibilité, vous avez quand même certaines contraintes qui ont été prises en charge par la globalisation. Par exemple, dans les contraintes temporelles, vous avez effectivement des gens qui ont été libérés de leurs contraintes temporelles, en particulier par la retraite. Quand vous prenez un pays comme la France, la retraite est passée de 65 ans à 60 ans, voire même, il y a des retraites anticipées où les gens partent à la retraite à 58 ans. Et vous voyez bien qu'ensuite, il reste beaucoup d'années, et ces années, elles sont très favorables au développement des services. C'est-à-dire que les seniors sont dotés de temps tout à fait exceptionnel. Quand on va dans le cinéma en France, quand on va dans les hôpitaux, quand on va avec les camping-cars, quand on regarde ce qui se passe avec les camping-cars, on voit que la population est avant tout une population vieillissante, au-dessus de 60 ans. C'est parce que le débat sur les retraites a résolu une partie des contraintes d'accessibilité qui est les contraintes temporelles. Et bien entendu, c'est très inégal. Donc, c'est
si vous voulez, la contrainte d'accessibilité, elle est très inégalitaire, parce qu'elle va dépendre si les personnes qui sont à la retraite ont suffisamment de moyens pour pouvoir accéder à ces services ou pas. Donc, elle est très discriminatoire. C'est une contrainte des services, mais très discriminatoire. Sur les questions géonomiques, qui sont principalement des questions de mobilité, ben on va voir se développer de manière extrêmement forte les moyens de mobilité jusqu'à la période récente avec les vélos, qui sont des moyens de mobilité. On n'a jamais autant bougé dans le monde que ces dernières années. Les gens partent très très loin, y compris pour leurs vacances. Les contraintes sociotechniques, ben, elles sont libérées principalement par l'innovation de la technologie liée au NTIC. Par contre, les innovations culturelles sont plus complexes à mettre en place. C'est très certainement là un des facteurs qui explique les inégalités de développement des services. Alors, c'est surtout les contraintes temporelles et les contraintes géonomiques qui ont été assurées par la globalisation. Alors, vous voyez, il faut comprendre que l'accumulation qui est liée aux services suppose que les gains de productivité soient répartis entre le revenu des ménages, les temps disponibles et les profits. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, simplement avec une régulation de ça qui concerne principalement les personnes âgées, aussi les jeunes qui ont pas mal de temps parce que l'âge de l'embauche est reculé, mais comme ils n'ont pas beaucoup de revenus, ce n'est pas très intéressant pour le régime d'accumulation des services. Alors, l'autre point très important, c'est la question de la métropolisation. La métropolisation, elle va agir sur les contraintes d'accessibilité et sur la question des revenus. Voilà. Et donc, on rentre dans une démarche, si vous voulez, où la globalisation va avoir deux points d'appui. Un point d'appui dans les pays développés qui correspond au développement des services associés à cette régulation-là, et puis un point d'appui par la globalisation dans le domaine industriel qui va permettre aux pays développés d'obtenir des produits peu chers et donc favoriser la croissance du pouvoir d'achat et le stabiliser d'un point de vue politique. C'est quand même très remarquable dans des pays comme les nôtres, il y a aussi peu de révoltes, très peu de révoltes des populations de salariés. Voilà, donc ça c'est la réintégration dans le régime pour comprendre où se joue la question de la globalisation. Voilà, j'ai fini mon exposé. Alors, je reprendrai à la fois d'après la crise, les éléments de crise de ce régime de développement. Qu'est-ce qui va où vont être les tensions? Où vont se jouer les tensions en termes de régime de développement, notamment entre territoires, entre groupes sociaux, et l'annonce des formes actuelles de l'effondrement partiel. Comment l'effondrement va se mettre en place? Mais ça, on verra ça la fois prochaine. Là, je voulais vous donner des éléments de base de comment la globalisation et la financiarisation ont réussi à dépasser les éléments de crise des années 70 dans les pays développés. Je n'ai pas été trop rapide. Corinne, ça va? Non, ça va, c'est super intéressant. Bientôt, je vais me sentir coupable d'habiter au Brésil, hein, si tu continues. Hein. Ouais, c'est intéressant. Je commence à comprendre certains trucs. Et pourquoi on est obligé de payer l'abonnement de portable et d'Internet 3 fois plus cher qu'en France? Voilà, exemple. Bah, déjà,
J'avais déjà compris, mais bon, là, c'est clair, hein. N'est-ce pas, Francisco Lima? Pourquoi on est obligé de payer une voiture beaucoup plus chère au Brésil? Ah, il y a des questions sur le chat, alors je vais aller voir. Alors, on a une question de Liliane Christian. Oui. Elle nous demande si au sujet de la financiarisation, Sérisation. oh là là, j'ai un problème en français, la financiarisation. Peut-on dire que c'est le financement, c'est le patrocinio, c'est un peu pareil que financement. C'est le financement, c'est le moteur du modèle de production. Oui. Question de Marcio. Bonjour à tous. Hier, j'ai lu que le monde va avoir 8 milliards de personnes en novembre. Quand je suis née, la population était bien moins importante, c'est-à-dire il y a beaucoup d'individus sur la planète. Je me pose la question sur cette tension de marché et capital, comme tu l'as expliqué. En fait, il ne devrait pas manquer de demandes puisque, enfin, je sais pas, il manque pas de capitaux, mais au fur et à mesure de l'histoire économique que vous nous avez expliquée, nous voyons exactement cette tension qui influence le travail et très peu le capital. Le capital continue à s'accumuler et les tensions et les personnes deviennent à chaque fois plus pauvres. Le niveau de vie baisse en fait. C'est ce qui a retenu mon attention. Quelle serait la solution? Mais je ne la vois pas à principe, la tension entre l'offre et la demande. Il y a au fond une intention, mais pas une tension de s'approprier de plus en plus le capital par rapport au bien-être social. C'est qui me semble être le cas en ce moment. Merci. Alors, on va voir s'il y en a encore des questions. OK. Alors, Tu peux répondre à ces 2 premières, d'accord? oui, je vais répondre. La question que pose Liliane, c'est entre la globalisation et la financiarisation, quel est l'élément principal? Est-ce que c'est la financiarisation qui serait le moteur de ce nouveau modèle de développement? Alors, moi, je ne crois pas. Moi, je crois que ce qui est au cœur de ce nouveau modèle de développement, c'est la question de la globalisation. Ça n'enlève pas le problème de la financiarisation, mais ça relative la question de la financiarisation à la globalisation, et surtout, pour nous qui cherchons une alternative,
L'alternative, elle doit d'abord se trouver dans l'alternative à la globalisation. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Bon, la globalisation, je le rappelle, c'est le fait de mettre en place sur le plan industriel des chaînes globalisées de production. Des chaînes globalisées de production. Et ces chaînes globalisées de production, elles vont conduire au fait que ce qui est produit dans les pays émergents, comme le Brésil ou la Chine ou d'autres, coûte beaucoup moins cher que si ces produits intermédiaires étaient produits en France ou aux États-Unis. Gardons l'exemple de la France, beaucoup moins cher. Et donc, le fait de globaliser les chaînes de production industrielle vont permettre d'obtenir dans des pays comme la France des produits comme le téléphone portable à faible coût, à faible prix. Donc, il y a une possibilité de développement des activités comme des achats comme les téléphones portables. Je disais encore une fois, y compris chez les pauvres, dans les quartiers populaires pauvres, tous les jeunes ont des téléphones portables. C'est l'expression même que le téléphone portable est accessible à tous. Pratiquement toute la population a des téléphones portables en France. Deuxième exemple, l'alimentaire est moins cher. Je n'ai pas dit qu'il était de qualité, hein, attention. Je n'ai pas dit qu'il était de qualité, et je n'ai pas dit que cet alimentaire ne se retournait pas contre la santé des personnes. Mais il n'est pas cher. Et pourquoi il n'est pas cher? Parce que justement, on va acheter de la viande au Brésil ou en Argentine, on achète des poulets au Brésil, la France achète des poulets au Brésil. Je ne sais pas si vous voyez le travail. La France achète des poulets au Brésil. Et même avec les coûts de transport, ils sont encore moins chers que les poulets fabriqués en France. Et donc, l'alimentation, dans le pouvoir d'achat des ménages, l'alimentation est plutôt un panier de la ménagère, comme on dit en français. Eh bien, ce qui est réservé à l'alimentation a tendance à baisser. Alors, si les produits agricoles, alimentaires ont tendance à baisser, si parallèlement les produits manufacturés ont tendance à baisser ou à stagner, le reste, sans que le salaire augmente, ça vous donne un pouvoir de décision, notamment dans les services. Et donc, les gens accèdent à des services, par exemple aux services touristiques. La façon dont le tourisme, y compris international, s'est développé dans un pays comme la France est incroyable. Les gens, maintenant, n'envisagent pas, les classes moyennes n'envisagent pas ou n'envisageaient pas de ne pas aller au ski, de ne pas aller à la mer, de ne pas aller en Guadeloupe ou de ne pas aller en Italie, avec l'avion. C'est-à-dire qu'une partie du pouvoir d'achat s'est déplacée vers les services. Ces services étant un peu standardisés, eh bien, en apparence, ils ont accès à ces services. Alors, je ne dis pas maintenant que ces services sont des services de qualité, et je ne dis pas non plus qu'ils servent à quoi que ce soit, mais en apparence. Donc, vous voyez que là, la globalisation, elle permet de recréer une relance dans les pays émergents. Et là, la question de la financiarisation, elle vient appuyer ce mécanisme. Mais la financiarisation tout court, ça ne permet pas de créer ce mécanisme. C'est ce mécanisme qui appelle à la financiarisation. Alors, qu'est-ce que c'est que la financiarisation? La financiarisation, c'est deux phénomènes. C'est le phénomène que, avant la financiarisation, la finance avait toujours un poids très important. Et le capitalisme, le développement du capitalisme, c'est-à-dire de la rentabilité du capital dans des pays comme la France, quel que soit le pays, est resté très importante. Mais pour pouvoir développer le profit, il fallait un système productif qui le permette. Alors, dans la financiarisation, c'est le fait que la rentabilité n'est pas une rentabilité de long terme, mais c'est une rentabilité de court terme. Voilà. La financiarisation, si le privilège, c'est de mettre en avant
la finance de court terme. Alors, si vous ne faites que faire de la finance de court terme, bien, il n'y a pas de développement potentiel. Il n'y a que des arbitrages avec les placements. Donc, vous créez la finance de court terme, c'est mécaniquement de la stagnation. Qu'est-ce qui va permettre le développement? C'est que, en fait, la financiarisation, elle va s'adosser à la globalisation. Et à ce moment-là, les rendements de court terme à l'étranger vont pouvoir s'articuler avec des rendements de long terme à l'étranger. C'est plus du tout la même chose. On retrouve dans les placements dans les pays émergents, pour les acteurs financiers, des rendements de long terme. Et on retrouve un lien entre le rendement de court terme et le rendement de long terme. Mais qu'est-ce qui rend possible l'articulation du court terme et du long terme dans le placement? C'est la globalisation. Si vous n'avez pas de globalisation, il ne peut pas y avoir un financement de long terme, de rentabilité de long terme. Donc c'est la globalisation qui est au cœur du mécanisme et pas la financiarisation. Et c'est une erreur de penser que c'est la financiarisation. Parce que quand on met la financiarisation, on pense que c'est en s'adressant aux acteurs financiers qu'on va trouver une réponse à la crise. Nenni, nenni. Non, non, non. Pour trouver une réponse à la crise, il faut inventer un nouveau système de production et donc inventer un nouveau système de travail. Si on n'invente pas un nouveau système de production, c'est-à-dire si on n'invente pas un nouveau système de travail, et derrière ce nouveau système de travail, un nouveau mode de vie, on ne peut pas trouver d'alternative à la globalisation. Donc la question de la sortie de la globalisation n'est pas un problème financier. Ce n'est pas d'abord un problème financier. C'est d'abord un problème de travail et de système productif. C'est ça le problème. Il ne faut pas se tromper de diagnostic. Tous les gens, ils développent l'idée que c'est le capitalisme, c'est-à-dire ce serait la finance, la domination de la finance qui pose problème. Oui, ils ont raison, ça pose problème, mais ce n'est pas le problème principal. Le problème principal, c'est la globalisation. Alors, ça, deuxième point, ça me permet de répondre aussi à Martiaux, qui a dit que le niveau de vie des gens baisse. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. En France, le niveau de vie de la population n'a pas baissé. Même, elle a augmenté. Même les pauvres ont un niveau de vie qui a augmenté. Ce n'est pas vrai que le niveau de vie ait baissé. Ce qui crée des tensions en France, c'est les inégalités de revenus. Mais ce n'est pas la baisse du revenu. Les gens sont plus riches en France aujourd'hui qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans. C'est indéniable, indéniable. Même les pauvres. Même les pauvres sont plus riches. Alors, on ne le voit pas avec le revenu. On ne le voit pas avec le salaire. Parce que le problème du salaire, c'est qu'il peut stagner le salaire. Le pouvoir d'achat peut augmenter si les prix de ce que vous consommez baissent. Donc, si les prix baissent grâce à la globalisation, en fait, votre pouvoir d'achat augmente, même si votre salaire reste stagnant, voire même si votre salaire baisse. Alors, est-ce que c'est depuis quelque temps, est-ce que c'est toute la population comme ça? Non. Il y a des populations dans un pays comme la France qui sont très fragilisées. Par exemple, les ménages monoparentaux. Par exemple, les femmes qui élèvent des enfants toutes seules. Alors là, ce n'est pas le système économique dans son ensemble qui a provoqué ça, c'est le système social qui a provoqué ça. C'est les problèmes de la société qui a provoqué ça. Alors là, effectivement, nous sommes confrontés à des personnes qui ont un pouvoir d'achat qui baisse. Mais c'est l'instabilité de la famille, l'instabilité des hommes qui provoque le fait que les femmes se retrouvent seules pour élever leurs enfants. Bon. Vous voyez, ce n'est pas toute la population. Deuxième point sur lequel, alors il n'y a pas que les femmes, j'ai pris cet exemple-là parce qu'il est manifeste en France, mais vous avez malgré tout d'autres couches, des enfants en face de chez moi, handicapés, et voilà. Il y a des fractions de la population qui sont fragilisées pour des raisons sociales. Mais le mécanisme du capitalisme n'a pas engagé une paupérisation de la population en France, ouvrière, salariée, pas du tout, du tout. Les syndicats disent le contraire, mais les syndicats ils disent n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. Est-ce qu'il y a une paupérisation en Chine ou
au Brésil? Non. Non. Il y a des parties de la population, notamment des classes moyennes, qui voient leur augmentation de revenus. Vous-même, pour beaucoup d'entre vous, si vous regardez le revenu qu'il y avait il y a 30 ans et les revenus que vous avez actuels, vous avez un pouvoir d'achat qui a augmenté. Et donc, à l'intérieur même des pays, et quand vous regardez qu'aujourd'hui, la bourgeoisie chinoise, c'est plusieurs millions d'individus, vous voyez bien que, et très certainement les plus grandes puissances et les plus grandes richesses, vous voyez bien que la Chine, la population de la Chine a une partie de la bourgeoisie chinoise a son revenu qui a augmenté, y compris les classes moyennes, y compris les classes moyennes chinoises. Par contre, le prolétariat chinois est dans une situation dramatique. Par contre, lui, il est dans une situation dramatique. De la même manière qu'au Brésil, vous avez des classes moyennes urbaines qui ont le pouvoir d'achat qui augmente. Alors, c'est surtout les différences de pouvoir d'achat qui sont frappantes. Mais attention, il n'y a pas de paupérisation de toute la population. Alors, bien entendu, au Brésil, vous avez une partie de la population qui est confrontée à la paupérisation. Bien entendu, beaucoup plus importante que dans un pays comme la France. Il n'y a rien à voir. Ça veut dire que les salariés français, les ouvriers français exploitent les autres, quant au fond. C'est-à-dire qu'ils bénéficient, on ne va pas dire qu'ils exploitent directement, mais ils bénéficient de l'exploitation mondiale. Vous voyez qu'il y a un énorme problème avec qui on va s'allier. De la même manière que dans des pays comme le Brésil, vous avez des couches de la population non négligeables qui profitent de la globalisation. C'était une vieille question, cette question-là, liée au colonialisme et liée à l'impérialisme, au démarrage de l'impérialisme. Dans les analyses politiques, quand j'étais un jeune garçon, dans les analyses politiques, nous faisions la distinction entre ce que nous appelons les bourgeoisies compradores et les bourgeoisies nationales. La bourgeoisie compradore, c'était la partie de la bourgeoisie qui faisait alliance avec le colonialisme et avec l'impérialisme et qui dégageait les rentes dans son alliance. Aujourd'hui, nous avons des couches de la population qui font alliance avec la globalisation, qui récupèrent des rentes de cette alliance avec la globalisation. Des fractions non négligeables, non négligeables. Et à l'époque, nous parlions de bourgeoisie nationale. C'est-à-dire, c'était une bourgeoisie qui s'opposait au colonialisme, qui s'opposait à l'impérialisme et qui s'opposait à la façon dont la richesse, y compris financière, circulait des colonies vers les pays coloniaux comme la France ou impériales comme les États-Unis. Et dans cette opposition, ils développaient l'accumulation du développement dans leur propre pays. Cette distinction, à l'époque des années 60-70, entre la bourgeoisie compradore et la bourgeoisie nationale était très utile politiquement et économiquement. Nous avons un même problème aujourd'hui, c'est-à-dire de savoir identifier, et là je ne peux pas le faire tout seul par rapport au Brésil, mais je peux le faire assez bien par rapport à la France, nous avons besoin d'identifier quelles sont les couches sociales qui aujourd'hui ont intérêt à la globalisation et les couches sociales qui n'ont pas intérêt à la globalisation. Ce n'est pas clair. Alors, comme on va y revoir par la suite, la globalisation elle-même entraîne des contradictions sur le plan écologique et entraîne des contradictions sur le plan d'un développement inégal des territoires, il y a une nouvelle façon d'aborder la question des classes sociales, qui est une question politique dont nous parlerons ensuite ensemble dans ce que j'appelle la démocratie sociétale. Mais ne vous trompez pas, les arguments que nous avions dans les années 70 de type marxiste ne marchent plus aujourd'hui. Parce que, y compris les salariés, bénéficient de l'exploitation des autres au niveau international. Et les couches moyennes salariées bénéficient de l'exploitation au niveau international dans la globalisation. Et donc, les couches sociales qui ont intérêt à la globalisation sont très importantes. Très importantes. C'est pour dire que là, les tensions dont parlait Martiaux sont des tensions, il va y revenir, qui vont articuler ce que j'ai appelé les crises économiques, comme j'en ai parlé l'année dernière, et les mutations structurelles, qui conduisent à des effondrements. Alors, c'est les effondrements qui nous intéressent, parce que ce sont ces effondrements qui vont mettre des populations, y compris relativement aisées aujourd'hui, ou les classes moyennes aisées, en difficulté. Ce n'est pas leur revenu. Ce n'est pas la question liée au capital. Ce n'est pas la question liée à la financiarisation. C'est la question liée au développement et au rapport écologique et au rapport au territoire. Alors là, c'est un point très, très important. Mais c'est parce que nous sommes confrontés cette fois-ci à
les crises économiques plus les crises structurelles, les mutations structurelles, qui conduisent à des effondrements partiels, que nous sommes dans une situation différente d'il y a quelques années, et que nous sommes dans une situation où, de nouveau, l'idée d'alliance peut être réfléchie. Mais faisons attention à avoir les bons arguments. Alors, tout ça pour vous dire que vous voyez que certes, l'accumulation du capital a continué à exister ces 40 dernières années, certes, cette accumulation s'est développée, mais on appuie à la globalisation. Et donc, retrouver des espaces de développement territoriaux qui permettent de sortir de la globalisation et en sortant de la globalisation, remettre différemment la question de la financiarisation. C'est pour ça que je suis contre les groupes globaux. Je suis contre le fait qu'on ait, par exemple, une agriculture internationalisée. Je suis contre le fait qu'il y ait des développements, que ce soit dans les poulets, les tomates ou ailleurs, internationaux. J'en ai un peu discuté à Malika sur la question du risque de refonder, ou à Manaus avec Moïse sur le fait que développer l'ananas d'une manière internationale avec des exportations d'ananas vis-à-vis de la Chine, c'est une catastrophe. Et donc, il faut sortir de l'industrialisation globalisée de l'agriculture, redonner des espaces d'agriculture locale, vivrière, en lien avec les besoins des populations et en lien avec les enjeux écologiques. Voilà un certain nombre de remarques. Je voudrais reprendre le lien entre la financiarisation et la globalisation. Et je pense qu'il y a, de la façon comme on le voit, les alliés et les contradictions. Mais j'aimerais apporter d'autres arguments pour être plus clair, pour que la relation soit plus claire entre la globalisation en ce qui concerne aussi la financiarisation, parce que je pense que c'est important. Donc, je pense que Christian et certains d'entre nous savent qu'il existe un débat très important au sujet de la financiarisation comme étant l'étape la plus importante du capitalisme. Nous suivons ce phénomène depuis les années 90, non à l'échelle de la globalisation, mais dans chaque entreprise, avec les évaluations, les investissements, donc au niveau des organisations. Donc, la financiarisation n'a pas attendu, je pense, la globalisation pour entrer dans la gestion des entreprises et influence plusieurs décisions, mais elle coexiste sans doute dans chaque unité de production nationale. Il est clair que c'est devenu un soutien pour la globalisation et cette imbrication de ces deux phénomènes est importante. Mais de toute façon, il me semble que la financiarisation a une présence diffuse à tous les niveaux de la production, à toutes les échelles de la production, qui justifierait le fait que nous pourrions considérer que la financiarisation soit plus importante. Et ceci, la diffusion de la financiarisation a des conséquences aussi au niveau des dettes des ménages. Ce n'est pas pour rien qu'un candidat à la présidence veut limiter le nombre de dettes qu'une famille peut
avoir et aussi bloquer l'évolution des taux d'intérêt. Et cette logique de l'endettement des ménages est une manière de s'approprier cette valeur. La même chose a lieu avec le phénomène de l'innovation et même dans l'économie solidaire. Nous utilisons souvent cette économie circulaire et du microcrédit comme logique financière qui ont des effets pervers, comme on utilise les financements dans les petites entreprises familiales et souvent le microcrédit n'est que reconnu du point de vue positif comme en Inde, mais nous savons quel est le quotidien de ces personnes qui se tuent au travail et qui se suicident même, car il y a d'énormes pressions sociales qui pèsent sur elles. Donc, tout ceci nous montre que peut-être étudier ces aspects financiers pour dire qu'il y a une domination générale financière et même il y a certaines propositions pour séparer, comme en France, la gestion financière et technique de l'entreprise, mais la gestion financière transforme et domine le côté technique même des entreprises lorsque l'on reconnaît ce pouvoir. Donc, il est difficile de dire ce qui est le plus important d'un côté ou de l'autre, mais il me semble qu'il existe des éléments que nous devons prendre en compte de la financiarisation dans tous les cas que j'ai cités et on devrait essayer de contrôler les effets et trouver d'autres formes d'agir et d'autres partenaires qui ne soient pas dominés par cette logique. C'était Chico Lima, ça, Christian. Hein? Oui, j'ai compris. Je n'ai pas eu le temps de te dire. Non, mais j'avais compris, t'en fais pas. D'accord. Bon, je vais voir s'il y a d'autres questions. Il n'y en a pas sur le chat. Et Liliane, visiblement, qui lève la main. Ça. Je pense que je me suis peut-être pas bien exprimée. Ah, la question, je voulais plutôt savoir qu'est-ce que représente la financiarisation? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que la financiarisation peut promouvoir, qui va faire que ce modèle se maintienne et où on ne peut la comprendre que du côté du capital et est-ce que la financiarisation serait présente dans le modèle de l'EFC? Je peux y aller là ou pas? Ouais, ok, il n'y a pas d'autres questions. Non, je vais revenir sur la question de Liliane et en même temps poursuivre la discussion engagée par Chicago. Dans le capitalisme, les acteurs financiers ont toujours eu un rôle dominant en tant qu'acteurs, toujours. Les détenteurs de capitaux ont toujours été des acteurs qui ont dominé à la fois une situation sociale et dominé
les conditions de développement économique dans tous les pays, quelles que soient les situations. Et donc, c'est propre au capitalisme, cette question-là, de la place des acteurs financiers dans la dynamique économique. Voilà. Donc, ça, c'est un point indéniable pour moi, et qui font que, bon, alors, ça peut être des capitaux privés, ça peut être des capitaux d'État, ceux qui détiennent ces capitaux, soit de manière privée, soit parce qu'ils sont dans les instances de l'État qui décident des investissements. Ceux qui décident de ces investissements, eh bien, ont une position hégémonique. Bon. Alors, ça conduit à penser que si on veut s'engager dans des modèles alternatifs, ben, il va falloir trouver des situations où la question des investissements ne soit pas dirigée par les mêmes groupes sociaux et ne soit pas finalisée sur la capacité de développer la dimension financière de l'économie. Hein. Dans le capitalisme privé, hein, la rentabilité elle passe par la capacité à développer un profit sur la base d'une activité productive, de rapporter ce profit aux capitaux qui sont engagés. Et les capitaux privés, ils font des investissements qui sont principalement dominés par cette idée de maintenir ou de développer cette capacité de réalisation de capitaux de profit. Quand on est dans un capitalisme d'État, lorsque la propriété des capitaux n'est pas une propriété privée, mais une propriété collective d'État. En fait, l'expérience de l'URSS et d'autres expériences ont montré que c'est pas parce que c'est des capitaux publics qu'il n'y a pas une appropriation privée du surplus. Voilà. Vous êtes dans l'université, c'est un capitaux, ce sont des capitaux publics, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une façon de gérer l'université qui se fasse au profit d'un certain nombre de membres de l'université dans les orientations d'investissement de l'université. Et lorsque cette minorité présente, on voit pour moi assez clairement que même s'il y a un statut public au capital, en apparence public, en réalité, ceux qui prennent les décisions financières publiques sont des minorités, qui en tirent un profit sous forme de revenus, en termes de salaire, en termes de primes, et en termes de choix des investissements. Les raisons pour lesquelles moi-même je suis sorti de l'université, c'était que dans l'université, les investissements que représentait en termes de recherche l'EFC étaient refusés par l'université. Bon. En sortant, on a créé une structure privée, mais on a créé une structure privée dont l'intention, c'est d'avoir des investissements à mission de service public. Donc, il faut faire attention à la question du statut du capital, de la statut de l'organisation. C'est pas parce qu'elle a un statut public comme l'université, la recherche, que derrière, ce sont les enjeux collectifs et publics qui sont recherchés. Ça peut se faire par des investissements pour une minorité. Donc, le capitalisme, c'est ça qu'explique Marx, le capitalisme, le phénomène de l'exploitation, c'est le fait que certaines personnes minoritaires prennent des décisions d'investissement, dont la finalité n'est pas l'avenir de la société, dont la finalité est la reproduction élargie de leur propre capital. Et donc un objectif financier. Ça, c'est vrai dans toutes les étapes du capitalisme. Ce mécanisme-là, il est vrai dans toutes les étapes du mécanisme. C'est pour ça que toute une série de choses qu'a dit Chicago, c'est tout à fait vrai, parce qu'elles sont d'une certaine manière un peu ahistoriques. Que ce soit le capitalisme du 19e siècle, l'impérialisme du 20e siècle, ou la globalisation qui est à cheval entre la fin du 20e siècle et le début du 21e siècle, cette question est présente. Alors, donc, le terme de financiarisation ne veut pas dire ça.
ne veut pas dire qu'il y a des acteurs qui sont… sinon, sinon, on a changé le mot, mais on dit toujours la même chose. Donc, quand on parle de financiarisation, ou en tout cas certains comme moi parlent de financiarisation, ils veulent indiquer qu'il y a des formes de domination du capital qui sont originales, qui sont spécifiques à des périodes. Voilà. Et que la période de la globalisation, c'est une période spécifique de la domination du capital qui passe par la globalisation, c'est-à-dire la mise en place de chaînes de valeur. C'est ça qui, pour moi, est absolument fondamental. C'est la mise en place des chaînes de valeur qui permettent de réaliser la domination du capital, comme l'a très justement indiqué Chicago. Donc, le point nouveau, ce n'est pas la domination des financiers, c'est le propre du capitalisme. Le point nouveau, c'est le fait que ça se fasse dans le cadre de la globalisation. Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans la reproduction élargie du capital, il y a toujours une tension, Marx l'explique très clairement, il y a toujours une tension entre la production élargie sur le moyen long terme, c'est-à-dire la prise en considération de la dynamique, et puis l'exploitation cycle par cycle, de court terme. Ce qu'on appelle dans le marxisme, ce qu'on appelle le court terme, c'est la capacité d'avoir un seul cycle de production. Alors effectivement, quand on est dans un seul cycle de production, en fait, le capital sur lequel vous recherchez la rentabilité, c'est pas le même. C'est ce qu'on appelle le capital engagé, pris dans les dépenses courantes, en salaire ou en consommation intermédiaire. Et puis, c'est le capital de long terme qui est immobilisé. Donc, quand on est dans l'aspect de court terme, c'est à la fois le capital immobilisé et celui qui est engagé pour un cycle de production. Alors, ce qui est nouveau dans les années 80, c'est le primat de cette réflexion sur la rentabilité de court terme, c'est-à-dire sur un seul cycle de production. C'est ça qui est nouveau. Et ça va conduire à des tas de choses, comme l'expliquait tout à l'heure avec beaucoup de justesse Chicago, par exemple à la flexibilité de l'emploi, avant même la globalisation. Il a tout à fait raison, Chicago, avant même la globalisation. Ça va conduire à introduire des méthodes de gestion sur la base de l'évaluation individuelle des performances. Alors ça, c'est plutôt après la globalisation. Mais c'est pas grave. C'est pareil. C'est des effets de court terme, de la rentabilité sur le travail, en termes d'emploi, en termes d'évaluation. C'est le développement des primes individuelles. Bon, on pourra en faire la liste, si vous voulez. Bon. Il y a toute une série de choses. C'est là où je partage complètement le point de vue de Chicago. C'est que c'est important aussi d'en faire la liste et de comprendre ce qui se joue. Simplement, ce système-là, s'il était resté tout seul, ça allait vers le chaos. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas ce système-là, il produisait la récession et l'impossibilité de créer le développement. Donc, à un moment donné, ce système qu'on voit très nettement dans les années 80, il ne peut pas se reproduire tout seul. Il ne peut pas continuer tout seul. Il a besoin d'échéances de long terme. C'est là où arrive la globalisation. Parce que la globalisation va donner une perspective de long terme. Alors, historiquement, c'est très clair, c'est l'échec de la révolution culturelle en Chine, 1976, avec le coup d'État contre les maoïstes fait par Deng Xiaoping, qui va conduire, après le coup d'État, à la mise en place d'un régime économique soi-disant communiste, mais en réalité ouvert à l'impérialisme, c'est-à-dire ouvert à la globalisation. Et donc, à partir des années 80, c'est le fait que la Chine devienne le premier marché mondial. On retrouve des choses très similaires en Inde, avec la fin du gandhisme, la fin d'une série d'orientations idéologiques et politiques, d'une forme de socialisme qui n'est pas le communisme chinois, mais qui est une forme de social-démocratie, qui échoue avec, derrière, en Inde, l'ouverture à la globalisation. Alors, il faudrait refaire l'histoire par rapport
au Brésil, mais très certainement que la fin de la dictature, assez curieusement, la dictature, c'est le maintien de l'impérialisme américain au Brésil, mais la fin des dictatures, c'est une ouverture à la globalisation. Bon, il faudrait qu'on refasse ensemble l'histoire du Brésil ces 40 dernières années. Et alors, c'est cette globalisation qui va permettre le maintien de la financiarisation. C'est ça le point sensible. Pour moi, c'est ça le point sensible. Et donc, c'est le point qui nous oblige à inventer un nouveau système économique, ce que j'appelle une nouvelle trajectoire de développement économique. Alors, je pense que l'EFC nous permet de nous donner certaines armes pour engager cette nouvelle orientation de développement. Alors, c'est vrai que dans cette nouvelle orientation de développement, il faut des forces sociales. On ne peut pas tracer une nouvelle orientation de développement s'il n'y a pas des forces sociales qui sont intéressées, qui se reconnaissent, etc. Donc se pose la question des alliés. Qui sont les alliés? Qui ont intérêt? Alors, c'est là où je vous alerte sur le fait que les alliés, ce n'est pas les catégories sociales d'autrefois en termes de classe, c'est plus compliqué. Parce qu'un certain nombre, y compris de salariés, ont intérêt à la globalisation. Et deuxièmement, des classes moyennes urbaines comme d'autres sont confrontées aux problèmes écologiques de manière brutale, et notamment les couches populaires pauvres du Brésil sont confrontées aux problèmes écologiques. Et donc, les questions de l'effondrement, pour moi, c'est la question centrale. Alors, on va rediscuter ça plus tard. Et la question des alliances autour de cette question centrale, qui n'est pas la question financière, qui est de tracer autre chose. Alors, cette orientation, elle nous oblige à avoir un autre regard sur la finance. Là, je suis d'accord. C'est-à-dire de trouver de nouvelles formes de financement de cette trajectoire EFC. Alors, quelles seraient les dimensions de cette finance? Je pense qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a casser l'enjeu de la rentabilité maximum et revenir au concept de ce que développe l'EFC, ce que j'appelle la rentabilité raisonnable. La rentabilité raisonnable, c'est quelque chose où la rentabilité de l'épargne des personnes, dont certains d'entre nous avons une épargne, n'est pas donnée à des financiers qui recherchent la rentabilité maximum, donc la financiarisation, mais qui est réservée à des nouveaux organismes financiers qui font que les épargnants retrouvent leur épargne 10 ans, qui sont généralement des épargnes de protection, 10 ans ou 20 ans après avoir fait l'épargne, en gros avec un niveau de rentabilité qui tourne autour de l'inflation. Ça, c'est complètement différent. À partir du moment où il y a des acteurs, des citoyens, qui acceptent de réserver leur épargne à des projets de développement sans rentabilité maximum, à ce moment-là, on a des vrais alliés financiers, et des gens qui sont capables de faire des épargnes, en donnant à l'épargne une finalité politique et sociétale, et en faisant en sorte que cette épargne vienne financer les projets sans obtenir une rentabilité maximum. Donc, ça oblige à sortir de cette rentabilité maximum. Deuxième critère, il faut que ces acteurs financiers acceptent que les décisions d'usage de leurs finances ne soient pas réservées aux acteurs financiers. Au contraire, il faut que les acteurs financiers acceptent que les décideurs des orientations soient à la fois des décideurs liés au travail, ceux qui font le boulot, ceux qui vont au champ, ceux qui font le travail, et d'autre part des territoires, c'est-à-dire une alliance entre les salariés qui travaillent, pas les salariés tout seuls, pas les salariés tout seuls. C'est pour ça que je suis opposé à la démocratie dans chaque entreprise. Ça nous mène à des contradictions entre entreprises, à des affrontements entre salariés. Parce que la globalisation, vous donnez la démocratie par entreprise aujourd'hui, dans le cadre de la globalisation, c'est la domination des salariés des grandes entreprises sur les salariés des petites entreprises. Donc, il faut faire très attention à ce thème de la démocratie dans l'entreprise. C'est les opportunistes et les démagogues qui parlent de démocratie dans l'entreprise. Non, on a besoin d'une démocratie sociétale, c'est-à-dire d'une démocratie qui engage les salariés des entreprises, mais aussi avec les bénéficiaires des services et ceux qui sont dans les territoires.
Donc, on a besoin de construire des points de vue territoriaux. C'est ce qu'on cherche à faire à Malika, c'est ce qu'on cherche à faire avec Moïse en Amazonie et ailleurs, de telle manière que les décisions d'investissement sont des décisions prises conjointement entre les salariés qui travaillent et les territoires, c'est-à-dire les personnes qui bénéficient, les gens qui habitent ces territoires et qui bénéficient des services ou les biens que proposent ces salariés de proximité. C'est la deuxième question. La décision d'investissement ne doit pas être aux mains d'une minorité, mais d'être aux mains de collectifs qui rassemblent des salariés et des membres des territoires, ce que j'appelle la démocratie sociétale. La troisième condition, si vous voulez, d'un autre type pour sortir de la financiarisation, cette fois, c'est une condition sur la question de l'évaluation. C'est-à-dire comment vous évaluez que ce qui est fait est favorable ou pas aux populations des territoires. Donc, quels sont les dispositifs d'évaluation? Comme l'évaluation ne passe pas par la monnaie, okay, c'est quoi les critères d'évaluation? À ce moment-là, on a besoin d'instances qui mettent en discussion la question de l'évaluation, c'est-à-dire des effets sur le territoire, des activités productives et des investissements, que ces investissements soient des investissements matériels ou que ces investissements soient des investissements matériels. Et donc, il y a besoin de faire émerger des instances des évaluations qui proposent des méthodologies qu'on va considérer comme pertinentes et bien entendu associées. Alors, si vous associez des financeurs qui acceptent de ne pas rechercher la rentabilité maximum, mais une rentabilité raisonnable, proche de l'inflation, pas vraiment supérieure à l'inflation. Deuxièmement, si vous acceptez que vous avez des financeurs qui acceptent de partager les décisions d'investissement, non pas entre financeurs, mais avec les salariés et avec les gens qui habitent les territoires. Et troisièmement, si vous avez accepté d'avoir des financeurs qui acceptent d'avoir des dispositifs d'évaluation, qui sont des dispositifs d'évaluation d'agences, d'entités indépendantes, qui permettent de comprendre qu'est-ce qui se passe dans les orientations territoriales, vous avez là les trois socles, la tabouret, qui est une autre façon d'envisager la question de la finance, qui permet de sortir de la financiarisation et aussi de sortir de la finance du marché, c'est-à-dire de sortir d'une compréhension capitalistique de la finance. C'est ça dont nous avons besoin dans l'EFC. Christian, il y a une question de Claudio. Oui. Bonjour à tous. Professeur Dutertre, je voudrais vous poser une question au sujet des syndicats. Au Brésil, nous avons environ 15 000 syndicats différents. Je vois que leur fonction principale est le processus de négociation entre les entreprises et les syndicats patronaux dans la production du travail, le maintien du travail et les salaires. Cette relation a toujours été fragilisée par cette catégorie qui participe très peu et a peu d'effectivité. Quel est le rôle des syndicats en France et selon vous, au Brésil aujourd'hui, en considérant les possibles influences du processus de globalisation? Par exemple, pendant le gouvernement de Lula et de Dilma, il y a eu beaucoup de pertes d'emplois dans les chantiers navals. Et les syndicats des travailleurs des banques, peu, euh, peu d'actions pour protéger le travail et les syndicats
En fait, la contribution obligatoire syndicale a été supprimée il y a quelques années au Brésil. Donc, je ne parle pas de la question de la qualité des actions du syndical, mais je voudrais connaître je voudrais connaître le travail des syndicats en ce qui concerne la production et la protection des emplois et des salaires en France. Alors, C'est un peu confus, excuse-moi, parce qu'il parle non, très non, vite, non, Claudio. non, mais c'est pas confus, je comprends bien Ok, les questions. Non, non, t'en fais pas, Corinne. d'accord. J'ai l'habitude des questions, donc je comprends bien le fond de la question de Claudio. Le fond, d'accord. Oui, oui, je comprends Alors, très je bien. passe en portugais, tu peux répondre. D'accord. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le syndicalisme lui-même se confronte à des périodes historiques qui font que le rôle du syndicalisme, en particulier en France, mais je pense que ça va être à peu près la même chose au Brésil, ce rôle change. Alors, pour moi, c'est une évidence que le syndicalisme a joué un rôle très important et positif au XIXe siècle dans la façon dont ce syndicalisme a lutté pour réduire les heures du nombre d'heures de travail, donc une forme d'emploi plus socialement acceptable, pour revenir sur les conditions de travail et pour lutter sur la question du salaire. C'est absolument indéniable que le syndicalisme, dans le capitalisme de marché libéral du XIXe siècle, a eu un effet extrêmement positif dans le rapport entre, à la fois sur la situation sociale de l'emploi et d'autre part sur, comment dirais-je, la répartition du revenu. Bon. Quand on arrive à la fin du XIXe siècle, ce syndicalisme change d'un syndicalisme de métier vers un syndicalisme de masse et va s'installer principalement dans les grands groupes industriels. Dans ces grands groupes industriels, vous avez des catégories de salariés extrêmement différentes. Vous avez des manœuvres, vous avez des ouvriers spécialisés, vous avez des ouvriers professionnels, vous avez des techniciens, vous avez des ingénieurs, vous avez des salariés extrêmement différents. C'est des très grands groupes, les groupes comme Renault, Peugeot en France ou d'autres, sont des très grands groupes qui assurent de l'amont à l'aval toute la production d'une automobile, d'un pont ou de biens quelconques. Il y a bien des fournisseurs, et ces fournisseurs ne sont pas des sous-traitants. Et se développent à ce moment-là deux choses qui me paraissent aussi très importantes au XXe siècle. C'est la notion de convention collective qui va permettre de négocier selon les branches d'activité des systèmes de revenus et de systèmes de protection sociale, y compris vis-à-vis des patrons qui ne sont pas dans les syndicats patronaux, ce qu'on appelle la convention collective élargie. C'est-à-dire que vous avez deux types de conventions collectives, les conventions collectives simples et élargies. Les conventions collectives simples, c'est la convention collective dont je pense que Claudio parlait, c'est une négociation entre le syndicat de salariés, le syndicat des salariés, ou les syndicats des salariés, et les syndicats des patrons. Il y a une négociation, un accord qui se met en place, qui est un accord de branche. Mais ça n'engage que les patrons ayant adhéré au syndicat patronal. Les patrons, donc les entreprises dirigées par des patrons qui n'appartiennent pas à ce syndicat patronal, ne sont pas engagés par ce type de convention collective. Mais il y a un dispositif juridique en France qui s'appelle l'élargissement de la convention collective, c'est-à-dire que la convention collective, par décision du gouvernement, s'élargit à toutes les entreprises appartenant au secteur d'activité. Alors ce mécanisme, pas à pas, des conventions collectives simples, des conventions collectives élargies, a permis une modification
très importante des conditions du salariat et des salaires au XXe siècle, en tout cas jusqu'aux années 60-70. C'est indéniable. Alors, bien entendu, comme les conventions collectives sont des conventions de branche, la capacité de négociation des salariés n'est pas la même lorsqu'on est dans une branche où le capital est centralisé, comme par exemple la métallurgie, la sidérurgie, les charbonnages, etc., ou lorsqu'on est dans des branches où le capital est éclaté, et où les salariés sont des petites entreprises. Bien entendu, la capacité de négociation n'est pas la même. Mais avec le mécanisme d'élargissement des conventions collectives, plus d'autres mécanismes qui est au niveau des salaires d'État, c'est indéniable que les syndicats ont eu un rôle positif sur le plan social et sur le plan de le partage du revenu dans les années 20, 30, 40, 50, 60, 70. La rupture, en fait, ça va être 1968 en France, où les syndicats vont être complètement déstabilisés par 68. Mais jusqu'en 68, les syndicats jouent un rôle positif. Le deuxième rôle positif des syndicats, c'est la mise en place du système de sécurité sociale, ce qu'on va appeler ensuite l'État social, c'est-à-dire la capacité de développer un mode de distribution du revenu indirect, qui n'est pas lié à l'entreprise dans laquelle on appartient, mais qui est lié à sa situation sociale. Est-ce qu'on est malade ou pas malade? Est-ce qu'on est en arrêt de travail ou pas en arrêt de travail? Est-ce qu'on a un accident du travail ou on n'a pas d'accident du travail? Est-ce qu'on a une famille nombreuse, une famille simple? Toute une série de conditions de travail font que, de conditions sociales, pardon, font que des revenus indirects sont distribués aux salariés. Et ça commence par les très grandes entreprises, mais ce système se généralise jusqu'au point où, avec la résistance en 1940, entre 40 et 45, et ce qu'on appelle le Conseil national de la résistance, il met en place un pacte, donc sous l'occupation allemande, dans la résistance aux nazis, se met un pacte de généralisation de ce système social au lendemain de la guerre. C'est très important. C'est très important. Qu'est-ce qui se passe à partir des années 70 qui va faire que les syndicats débloquent? C'est-à-dire d'organisations progressistes, utiles à l'avancée, deviennent des organisations que je trouve, moi, réactionnaires. Au sens de, ils ont un discours à blablabla, blablabla, mais dans la réalité, rien n'opère du côté des syndicats de manière positive. Rien. Pourquoi? Alors, pour deux raisons. C'est les raisons de la globalisation et les raisons du développement des services. Alors, donc, la globalisation, c'est un nouveau régime de développement et les services, c'est une mutation structurelle. Alors, je vais commencer par la mutation structurelle. La mutation structurelle des services fait que, en réalité, la qualité des services et les conditions de travail dans les services sont liées à la qualité de la relation et de la coopération avec les bénéficiaires des services. Bien entendu, c'est aussi lié à ce qui se joue à l'intérieur de l'entreprise de services, mais pas uniquement. Pas uniquement. Aussi, avec ce qui se passe dans la relation avec les bénéficiaires et avec des gens qui sont extérieurs à l'entreprise. Et ces personnes qui sont extérieures à l'entreprise, on l'a vu dans mes cours, ils ont des conditions d'accessibilité. Ces conditions d'accessibilité sont par exemple des heures d'ouverture, sont par exemple des heures de longueur de comment s'opèrent les services, le maintien des services à proximité ou pas à proximité. S'opère, est-ce que c'est culturellement accessible ou pas culturellement accessible? Donc un certain nombre de conditions d'accessibilité. Mais ça, ces conditions d'accessibilité, elles ne sont pas prises en charge par les syndicats. Pire, un certain nombre de syndicats développent des points de vue externes, contradictoires avec les bénéficiaires. Ils ne veulent pas discuter avec les bénéficiaires des logiques de service. C'est-à-dire coupe la relation salariale avec le patron de la relation avec les bénéficiaires et les regroupements. Et à ce moment-là, on arrive à des oppositions, on arrive même à des grèves
qui posent des sérieux problèmes de service. Mais on arrive surtout en dehors des grèves à des situations où j'ai fait mes premières enquêtes quand j'étais jeune chercheur à la Poste. Ben, vous aviez des gens à la Poste qui étaient des salariés modestes, mais qui développaient des points de vue contre les immigrés, des points de vue racistes, des points de vue contre les femmes, des points de vue contre les Noirs, avec des raisonnements racistes. Et les syndicats ne disaient rien. Rien. Pourquoi? Parce que ça divisait le collectif, et comme eux, ils étaient préoccupés uniquement de la négociation du salaire, ils ne voulaient pas diviser le collectif de travail. Parce qu'effectivement, dans le collectif de travail, parmi les postiers avec qui je travaillais, certains étaient racistes et d'autres étaient opposés à ce racisme. Ils voulaient des relations de service positives. Ils voulaient au contraire des relations de service où on met plus de temps avec les personnes en difficulté, les gens qui connaissent moins bien le français, les immigrés, les gens qui étaient plutôt des femmes démunies, mettre plus de temps à ces gens-là qu'aux Français, hommes tranquilles. Et donc, il y avait des divisions à l'intérieur du collectif de travail des postiers. C'est comme ça que j'ai compris pourquoi le syndicalisme était fourvoyé. Mais parce qu'il défendait l'unité du collectif alors que le collectif était divisé. Et il ne voulait pas qu'on mette en discussion la question de la relation de service, c'est-à-dire la finalité du service. Vous voyez cette question des services qui va se répandre comme les activités dominantes, parce que 80% des emplois de service, les emplois en France sont des emplois de service, plus 80%. Ça devient absolument central. Cette question centrale n'est pas prise en charge par le syndicalisme. Et ça, on le voit là apparaître au milieu des années 70 en France. La deuxième raison du fait que les syndicats ne jouent pas un rôle, je parle des confédérations. Après, il y a toujours des syndicalistes qui jouent des rôles positifs, bien entendu. Mais je parle, comme le disait très justement Claudio, de manière générale. La deuxième raison, c'est la globalisation. La globalisation, elle fait que le syndicat de Renault, il développe des salaires, il cherche à avoir des salaires plus élevés, mais quand il cherche à avoir des salaires plus élevés chez Renault, ça veut dire que les sous-traitants, les ouvriers des sous-traitants de chez Renault, eux, ont des salaires plus bas. Et lorsque on soutient la globalisation, lorsque les syndicalistes soutiennent la globalisation, c'est-à-dire ne s'opposent pas à la globalisation, en fait, ils soutiennent le développement des salaires les plus élevés contre les salaires des ouvriers dans les sous-traitants. Et comme les entreprises qui sont les entreprises globales sont celles qui ont plus de salariés, sont en domination des petites entreprises, les syndicats ne sont pas dans les sous-traitants. Les syndicats, ils sont dans les entreprises qui sont, comme Renault, finalisées du point de vue de la globalisation. Et donc, les syndicats, au lieu d'être à côté des salariés les plus exploités, sont à côté des salariés exploitants. Et là, vous avez deux gangrènes colossales. La question du rapport à la finalité des services et la qualité de la relation de service que vous avez avec les bénéficiaires des services. Et d'un autre côté, la question de la globalisation. Deux problèmes colossaux qui font qu'aujourd'hui, les syndicats n'arrivent pas à avoir des positions progressistes qui s'intéressent, par exemple, à l'UFC. Alors, c'est ce qui se passe en France. À mon avis, il faudrait regarder les choses. Au Brésil, on doit être dans une situation forcément intermédiaire, parce que forcément, le syndicalisme n'a pas la même réalité qu'en France. Il faudrait refaire l'histoire du syndicalisme, regarder quel est l'objet du syndicalisme. Est-ce que les syndicalistes brésiliens se déplacent vers les questions écologiques? Est-ce qu'ils se déplacent vers les questions de services? Est-ce qu'ils se déplacent avec les questions territoriales? Comment ils discutent de ça? Comment ils discutent avec les acteurs extérieurs à l'entreprise? Ils acceptent que les conventions, les accords qui se mettent en place ne sont pas discutés qu'à l'intérieur de l'entreprise, mais avec les acteurs territoriaux. Je ne sais pas où on en est, mais je serais surpris qu'on soit beaucoup plus avancé qu'en France. Voilà, Claudio, les éléments que je voulais t'apporter. Et en même temps, l'apporter à tout le monde.
Peut-être qu'il faudrait arrêter là, parce que pour Corinne, on est au bout de notre convention avec Corinne. Il y a 2 heures de traduction. Oui, la pauvre. Elle n'est pas protégée dans le Non, syndicat. non, c'est pour ça qu'il y a d'autant plus attention. D'autant plus attention dans la qualité de la relation entre nous. Peut-être une dernière remarque, Corinne, pour tout le monde. Je pense que le syndicalisme à l'heure actuelle n'est pas une force motrice, mais je pense que si nous étions en capacité de plus avancer dans l'organisation d'une communauté de pensée et d'action territorialisée, alors de nombreux syndicalistes nous rejoindraient. Parce qu'en tant qu'institution, c'est une institution qui est sur des piliers vermoulus. Mais il faut faire attention à les personnes de ces institutions. Il y en a beaucoup qui sont à la recherche d'une nouvelle trajectoire de développement. Donc, il ne faut pas confondre, dans la question qu'a posée Claudio, la question de l'institution syndicale, qui est, à mon avis, sur des piliers vermoulus, et d'autre part, toute une série de syndicalistes qui sont à la recherche de nouvelles orientations de développement. Ici, nous continuons à développer, notamment au Brésil, nos communautés de pensée et d'action. Nous appuyons sur des organismes d'intermédiation comme les clubs ou d'autres, comme par exemple l'organisation qui a été mise en place par Malika. Nous sommes en capacité d'engager un dialogue et de faire rejoindre ces personnes-là au travail que nous faisons. Et très certainement, si cette démocratie sociétale évolue, alors la démocratie sociale, c'est-à-dire le rôle des syndicats, pourra évoluer, elle aussi, sur d'autres bases. Mais les bases héritées de celles des années 70, ce sont des bases qui ne nous servent pas aujourd'hui, qui nous desservent. Mais ce qui n'est pas une critique contre les personnes qui cherchent quelque chose dans les syndicats. C'est pour ça que la question de Claudio est très importante. Qu'en est-il du syndicalisme aujourd'hui? C'est très important qu'on puisse en discuter tranquillement entre nous. Et avec les syndicalistes aussi, bien entendu. Alors, on se salue? Oui, oui. Oui. Bon. À ce moment-là, moi, je vous salue. Je vais retourner à Paris dans les embouteillages et la pollution. Tu vas rentrer à Paris maintenant? Tu es en Normandie? Ouais, là, je suis en Normandie, mais je pars à 7h30 pour Paris. Ouh, à 19h30, tu veux dire le soir? Ah oui. Ah ouais, c'est plus tranquille, ok. Tranquille, Bon. je travaille, le temps de travailler. À demain, Christian. À demain, mes chers amis. Demain, c'est quelle heure? 15h. Pour toi, oui, oui. C'est ça, et vous, c'est 10h. Ciao. 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 À très bientôt. Au revoir.